Nous honorer aujourd'hui de votre présence pour ce sujet tellement important. Les gens présents ici le savent tous que le tourisme est une chance pour l'économie tunisienne, pour son agriculture, pour son artisanat, pour son industrie, pour bien d'autres secteurs. Ce qu'on dit moins, tout en le sachant, c'est que le tourisme est aussi une chance pour le patrimoine tunisien. La preuve en est la présence de tous ces professionnels et de la quasi-totalité des fédérations professionnelles FTH, FTAF, FIDT, UNI, la fédération des guides aussi. Si vous voulez lancer, si vous avez l'intention de lancer un appel pour une confédération du tourisme, c'est le moment que jamais. Ils sont tous là. On a les présidents aussi. Pour donc aborder ce sujet si important, nous avons invité 4 intervenants. On va commencer pour lancer le débat par 4 intervenants. Programme. 4 interventions de 4 minutes. Et pour ensuite passer au débat. Les speakers, les interventions sont juste sont là pour pouvoir donner des pistes pour aborder le débat. Donc je demanderai juste que les 4 premières questions soient posées sur les interventions et le reste, bien entendu, chacun peut aborder le sujet qu'il avait prévu d'aborder sur les questions. Donc merci beaucoup. Je vais, avant d'appeler Monsieur le Ministre, quand même, je voulais dire que il y a un moment, ça se pose la question, donc tous les agents de voyage sont très impliqués dans le tourisme culturel, à travers les circuits qu'ils conçoivent tous les jours, etc. Les guides touristiques agréés aussi, très impliqués. Mais il faut dire que les hôtels aussi sont des plus impliqués dans le tourisme culturel et le patrimoine, à travers le soutien de beaucoup d'événements, d'abord, et ensuite quelques-uns comme l'Azrub al-Hamamet, par exemple. Nous accueillons le responsable. Donc, il y a eu l'année dernière, donc Monsieur le ministre lui a remis le Tunisia Hospitality Award, le trophée de tourisme culturel. C'est un fait, c'est un hôtel qui, pour l'instant, a fait le seul unique musée d'art contemporain et moderne en Tunisie. Il est, pour l'instant, on espère en avoir plusieurs. Pour l'instant, il est à l'Azrub al-Hamamet. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. À vous la parole. Je pense qu'il faut appuyer sur ce bouton. Très bien. Elle marche. Sakhir. Bonjour tout le monde. Je voudrais saluer tous nos amis qui sont là. Maintenant, toute la salle est concernée par cet événement. Vraiment, je voudrais remercier le travail exceptionnel qui est fait par nos amis, Casimir, Sarah et tout le monde, pour aider ce tourisme tunisien. Je salue toutes les fédérations qui sont présentes. C'est vrai, il a raison, l'autre c'est une occasion. C'était un projet qu'on a parlé déjà d'essayer de réunir tout le monde, cette famille de tourisme, et je suis sûr que essayer de faire on va dire un mot que j'aime bien, un lobbying, et croyez-moi aujourd'hui en Tunisie, un lobbying de tourisme, ça va faire de bien au secteur. Tourisme culturel, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, pour moi, ça sera le sujet de 2020. En 2019, c'est vrai, on a parlé de retour de tourisme, de 9 millions de touristes. On est à 8 500 000 à peu près aujourd'hui. Il faut faire 500 000 d'ici fin d'année pour, au moins, nous avons réalisé un objectif. Parce que, comme vous le savez, surtout dans le privé, mais aujourd'hui, on doit l'appliquer dans même quand on est dans le public, il faut faire des objectifs.
L'objectif, si on a réussi à avoir 9 millions, je ne vous cache pas quand le Premier ministre, chef de gouvernement m'a remis les objectifs. 9 millions, je ne savais pas ce que c'est, parce que je ne savais même pas qu'on a fait 8 millions l'année d'avant. Mais en tous les cas, ça fait de bien d'arriver à un objectif. Le chiffre n'est pas très important, mais c'est toujours bien d'arriver. Mais ce n'est pas le ministère, hein, c'est vous, les hôteliers, les agences de voyage, les médias. Tout le monde a travaillé pour que le tourisme revienne. Mais je pense, honnêtement, si je tire un bilan cette année, 2020, il faut que ça soit... c'est pas l'année des chiffres. Il ne faut pas qu'on parle, on fait 9 000 ou 10 000. C'est pas important. Moi, je pense qu'il faudrait se remettre. On a beaucoup de défaillances dans notre secteur. L'accueil, le service, la qualité, l'environnement. Alors là, tout le monde le sait. On est très loin. Et bien sûr, essayer de habiller autour ces plages, les hôtels. C'est la culture. Les sites archéologiques. Quand on parle de tourisme culturel, on parle tout de suite des circuits aussi. Parce qu'on peut avoir des sites exceptionnels, mais s'il n'y a pas des circuits, si les agences ne programment pas des circuits pour les touristes qui viennent, ça ne sert à rien. Aussi, ça ne sert à rien d'avoir des sites exceptionnels si ce n'est pas visitable. On sait qu'il y a des sites aujourd'hui, malheureusement, c'est même conseillé à ne pas amener des touristes. Ce matin, j'avais rendez-vous à 7h30 du matin avec des Italiens qui sont venus me voir. C'est des gens qui font de l'opéra, ils étaient là, ils ont fait un spectacle à Carthage cet été. C'est eux qui font les spectacles avec 100 artistes sur scène. C'est en train de passer. Voilà, c'est... Aïda? Exactement, c'est ça. Bravo. Comment vous avez su? Non, on l'a pas su. Le hasard fait bien les choses, monsieur le ministre. Ça commence à m'inquiéter là. Il a eu votre mot. C'était pas au bureau, alors c'est plus inquiétant. Alors, Non, Ce qu'on a synchronisé n'est pas passé, mais celle-là, on ne l'a pas synchronisé, c'est passé au bon moment. alors, ce qui est exceptionnel avec ces gens-là, ils ont de l'argent. C'est ça qui manque. Ils ont de l'argent, ils ont un gros budget pour rénover un site. Il faut choisir un. On a parlé de Doga, entre autres. Mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Et ça, c'est un problème qu'on a en Tunisie. Avec GIZ, souvent avant 3-4 ans à l'arrière à Djerba, il y avait des organismes qui venaient, qui avaient de l'argent, mais ils ne savaient pas à qui donner cet argent, quoi financer. Et ça, c'est le problème qu'on a en Tunisie. Il y a des gens qui viennent nous aider. Alors, souvent, on ferme la porte, carrément. On leur dit non, on n'a pas besoin d'argent, on est très bien, on a du pétrole, on a tout ce qu'il faut en Tunisie, on a l'agriculture, le tourisme, on n'a pas besoin. Soit, on ne les aide pas administrativement. Moi, j'ai promis ce matin à mes amis de les aider. Il y a quand même 1,8 million € à récupérer pour faire un gros projet dans un site. Mais il faut que la culture soit avec moi. Et leur problème, c'était qu'ils n'avaient pas les bonnes personnes dans le ministère de la Culture pour rénover. Et on va commencer à faire ce travail de visite de site et de faire un état des lieux pour savoir qu'est-ce qu'on peut rénover et comment on met en état un site qui est très ancien, qui est peut-être des fois, il y a même un risque des fois le site lui-même, il est invisitable. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un grand travail qui doit se faire en 2020 pour que le touriste qui vient en Tunisie bientôt, surtout qu'on parle de l'Open Sky qui peut s'ouvrir, on aura un nouveau style de touriste, que moi je l'appelle le voyageur. C'est celui qui achète son billet d'avion, qui loue une voiture, qui a une application, qui va visiter les sites. Vous savez, dans le monde, ça existe, cette clientèle qui vient que pour visiter des sites archéologiques, qui font vraiment que de tourisme culturel, qui passent une nuit dans un hôtel et une autre nuit dans un autre hôtel. Et c'est comme ça que ça se passe, surtout dans cette période que j'appelle la passe saison, où vraiment on a besoin de ce mouvement de nouveaux touristes qui vient animer un petit peu le pays. Voilà, moi je pense que on a parlé hier ensemble, on a dit que
Ça ne sert à rien de parler de ce tourisme culturel si il n'y a pas de circuit derrière. Il faut qu'on construise des circuits. Et encore, je m'excuse avec mes amis de l'AFTAV d'utiliser le mot obligé. Il faut obliger les agences de voyage. Si nous faisons un effort incroyable et l'État dépense beaucoup d'argent pour amener les touristes, il faudrait aussi que l'État impose un peu les règles de jeu, surtout pour les visites des touristes. Comme ça, on ne dira pas pourquoi le touriste reste dans les hôtels. Mais oui, si on ne propose rien, il ne reste pas. Moi, je prends toujours l'exemple de l'Espagne, où tous les hôtels, pratiquement, ils sont tout inclus, en inclusif, mais pratiquement 90% des touristes qui viennent en Espagne, ils sortent des hôtels. Ils sortent, ils visitent, ils vont dans les restaurants, ils vont dans les cafés, ils vont dans les souks. Encore une fois, j'insiste sur que il faudrait qu'on enlève définitivement cette idée de diriger le touriste vers un centre bien précis ou un magasin bien précis. La loi ne le permet pas, mais on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas aiguiller un touriste sur un magasin bien précis. Ça n'existe nulle part. Et surtout pas, il ne faut pas que ça se passe en Tunisie. Cette année, les commerces, en tout cas, on m'a dit dans les souks que j'ai visités, que tout le monde a bien travaillé, mais justement parce que les touristes avaient le choix d'aller se promener et surtout avaient la liberté totale d'acheter son produit artisanal dans le magasin qui le plaît. Voilà, moi je suis là aussi pour écouter, j'aime bien écouter et j'espère que vous passez un bon colloque aujourd'hui et qu'on sort avec des résultats que, bien sûr, je tiendrai compte dans les prochaines discussions dans le tourisme culturel. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Maintenant, le moment est venu pour les intervenants, les 4 intervenants, à commencer par Monsieur Nabil Bziouch, le directeur général de l'entité, qui, il faut dire les choses, c'est lui qui a insisté pour la tenue de ce colloque. Donc, et ensuite, on passerait, donc, comme c'est à Monsieur Rojanski de l'Union Européenne, qui va nous présenter le grand programme dont vous avez tous sûrement entendu parler, tous les sujets Tuna. Il y a un volet informatif, je pense, qui va nous donner plus de détails que ce que nous sachons déjà. Madame Sarah, vous m'excusez, je ne veux pas écorner votre nom de famille, je n'arrive pas à le prononcer. Elle est la chef du projet tourisme durable de la GIZ. Elle vient d'arriver, s'installer en Tunisie, donc depuis 1 mois. Et ensuite, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin. Non, une ancienne directrice quand même du musée du Bardo, chercheuse à l'INP actuellement, qui va nous parler, je pense, de gouvernance du patrimoine et quelques exemples peut-être de gestion du patrimoine dans d'autres destinations que la Tunisie. Comme ça, le débat que vous aurez à faire par la suite sera enrichi comme ça. Merci à tous. Sinabi, toi, Bonjour à tous. C'est l'autre fait merci pour le piège que vous m'avez tendu. C'est pas aisé de parler après son ministre. C'est comme ça que vous travaillez entre le ministère et l'OTT, non? Voilà. Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le ministre du Transport aussi, Monsieur Vladimir Rojanski, attaché de la coopération de l'Union Européenne, Madame Sarah Jwelke, chef du projet Tourisme durable GIZ, Madame Soumaya Hizm, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'assister cette matinée à l'ouverture des travaux du colloque intitulé Tourisme culturel, ce qu'il faut changer, que l'ONTT organise conjointement avec le cabinet Tunisia Tourisme Point Info de M. Lutfi Mansour, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le secteur privé spécialisé en tourisme. L'importance de telles actions est sans doute évidente.
pour la pérennité et le développement du tourisme tunisien. Je voudrais remercier M. le ministre pour sa présence et sa disponibilité pour un thème qui lui tient à cœur, j'en suis convaincu. Je salue également la mobilisation et l'engagement de M. Lotfi Mansour, qui nous a proposé le débat autour d'une thématique fort intéressante pour le devenir du tourisme tunisien, qui, rappelons-le, confirme son retour en grâce et prévoit de continuer sur sa lancée pour poursuivre sa croissance dans les années à venir. Mes vifs remerciements s'adressent aussi à toutes les personnes ici présentes qui ont voulu rehausser par leur présence distinguée l'éclat de cette journée. Mesdames et messieurs, honorables invités, le tourisme culturel représente de nos jours un marché en pleine expansion. L'image culturelle d'une destination est désormais une vraie motivation pour une frange très importante des touristes. À titre d'exemple, le nombre de musées dans le monde est passé de 22 000 en 1975 à 55 000 aujourd'hui, ce qui confirme la croissance spectaculaire du tourisme culturel au cours des dernières décennies. À titre d'exemple aussi, le seul musée français, le Louvre, qui reçoit chaque année plus de 10 millions de visiteurs, en est un exemple édifiant. Ce que la culture apporte aujourd'hui au tourisme est inestimable. Une offre majeure de sites archéologiques, de monuments, de musées, de parcours historiques avec des activités plus contemporaines. Art, architecture, design, musique, cinéma, etc. Mais aussi un patrimoine immatériel très important. Un savoir-faire ancestral, revisité, des coutumes et des traditions millénaires pour le cas de la Tunisie. Autant de motifs qui renforcent l'attractivité des destinations touristiques. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous sommes aujourd'hui profondément conscients de la nécessité de conforter la position de la Tunisie en tant que destination phare en Méditerranée et en Afrique, à travers une meilleure exploitation de tous les atouts de notre pays. Car au-delà du balnéaire qui a fait sa réputation, la Tunisie doit s'ériger comme une destination où l'on se cultive sans s'ennuyer. Le balnéaire, le Sahara, la Thalasso comptent désormais parmi les atouts reconnus de la Tunisie. Il nous faudra aller plus loin pour renouveler notre offre, tant pour fidéliser la clientèle actuelle que pour en attirer une nouvelle. Nous croyons au rôle que peut jouer le patrimoine pour fournir aux touristes une meilleure expérience du pays et un séjour plus satisfaisant. D'où notre souci de donner une place prépondérante à la promotion du patrimoine culturel et historique au sein de nos structures et de nos budgets. Je voudrais rappeler que le tourisme culturel n'est pas uniquement synonyme de l'existence de sites archéologiques ou de musées. La véritable promotion de ce créneau suppose aussi des ingrédients, des préalables et particulièrement des convictions et des attitudes. L'on ne peut, à titre d'exemple, avancer sur cette voie quand les horaires d'ouverture et de fermeture des musées sont alignés à ceux de l'administration. Ou encore quand certaines excursions touristiques consacrent beaucoup plus de temps au magasin de shopping qu'au musée du Bardo, qui abrite l'une des meilleures collections de mosaïques dans le monde. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler pour mémoire qu'il y a 3 années, les ministères du Tourisme et des Affaires culturelles avaient signé une convention de partenariat comportant plusieurs clauses, dont la plus importante, à mon sens, celle qui devrait favoriser l'émergence d'un partenariat public-privé, un partenariat qui devrait permettre aux jeunes compétences porteuses de projets innovants de valorisation du patrimoine de s'épanouir et de servir la destination. Les résultats d'une telle démarche sont en deçà de nos attentes, mais c'est une démarche à encourager. Je citerai aussi à ce propos une approche intitulée « Contrat destination », dont l'objectif était de faire valoir les potentialités culturelles des régions intérieures de la Tunisie, faisant l'objet d'un plan de coopération entre le ministère du Tourisme et l'Agence française de développement touristique Atout France. Si j'ai tenu à énumérer ces exemples, c'est pour vous dire que le tourisme culturel qui retient notre attention aujourd'hui a été suffisamment étudié et que le temps de l'action est la seule voie du salut. C'est un défi qui nous interpelle tous. Je proposerai à Monsieur le ministre, à l'occasion, la mise en place d'une stratégie réelle
et un plan d'action qui engage l'ensemble des intervenants, notamment le ministère des Affaires culturelles et les organismes responsables du patrimoine, ainsi que le tissu associatif intéressé. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre, de faire sauter les verrous d'ordre administratif et réglementaire contraignants. Et c'est votre spécialité. Mais dans le cadre de la loi, bien sûr. Nous comptons sur vous aussi pour sensibiliser encore et davantage les bailleurs de fonds à investir dans la filière culturelle et à élaborer des référentiels de financement adaptés à l'activité. Aussi, il faut inviter les voyagistes à intégrer dans leur circuit, comme a dit M. le ministre tout à l'heure, les nouveaux sites et les monuments, à l'instar du site de Haute-Lin. Aussi de poursuivre le soutien des événements culturels organisés dans les sites archéologiques, historiques, emblématiques, des projets de circuits valorisant notre patrimoine immatériel et toute initiative dans ce sens. Notre ambition est de libérer les initiatives, de professionnaliser la valorisation du patrimoine culturel et de permettre aux jeunes Tunisiens d'emprunter une voie hautement porteuse. C'est une ambition que nous voulons partager ensemble avec toutes les parties prenantes, y compris nos partenaires étrangers, dont je salue l'intérêt et la disponibilité. Cette ambition qui nous anime tous, j'en suis persuadé, doit changer notre tourisme et le faire évoluer vers un tourisme durable, diversifié et à haute valeur ajoutée. Un tourisme que nous voulons en phase avec les nouvelles attentes du touriste de demain. Je vous remercie pour votre attention. Merci Sénéville. J'invite M. Rojanski, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général, chers amis, chers collègues, chers professionnels du secteur. Déjà, je voudrais remercier Silofi pour l'organisation de cet événement qui vient à point, qui marque aussi la prise de conscience des professionnels du secteur de la nécessité de faire évoluer aussi le système, l'offre tunisienne en matière de tourisme vers une offre davantage diversifiée et surtout davantage portée vers la culture, vers une offre culturelle. Vous savez, aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale du tourisme, il y a plus de la moitié des flux culturels qui sont liés, plus de la moitié des flux touristiques dans le monde qui sont liés à l'offre culturelle. Et à cet égard, la Tunisie présente des atouts extraordinaires qu'il convient d'exploiter davantage. Donc, côté Union européenne, moi je voudrais vous présenter ce programme qu'on a élaboré l'année dernière en concertation avec les acteurs de l'écosystème du tourisme. Donc la plupart d'entre vous sont déjà au courant de cette initiative. Aujourd'hui, je voulais vous représenter ce programme qui est en phase de démarrage cette fois-ci. L'année dernière, nous étions en préparation, en concertation avec l'ensemble des partenaires tunisiens, notamment du secteur public, mais également du secteur privé, ainsi que la société civile. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une phase de lancement de tout ce programme. Donc en 2018, la délégation a choisi de proposer un programme d'intervention sur le secteur du tourisme, et nous avons choisi ce prisme de la diversification de l'offre touristique en partant d'un constat qui est fait en Tunisie depuis de nombreuses années, à travers les stratégies gouvernementales, à travers le constat des acteurs du secteur. Donc nous proposons une enveloppe de 50 millions d'euros pour les prochaines années, l'idée étant de travailler essentiellement sur 3 grands axes thématiques, que sont celui d'un tourisme durable, écotourisme, tourisme culturel, un axe qui porte sur l'appui au secteur de l'artisanat, et enfin un axe qui porte sur la valorisation du patrimoine culturel. Donc ces trois volets thématiques seront effectivement très liés les uns aux autres. Pour des raisons opérationnelles, nous en faisons des projets distincts, mais il y aura de nombreuses passerelles entre tous ces volets. L'idée, effectivement, de ce programme, c'est essentiellement un programme de développement économique. Nous partons de cette approche de développement économique
que nous souhaitons atteindre à travers des objectifs spécifiques liés à la diversification du tourisme, au renforcement de la compétitivité du secteur de l'artisanat et également à la valorisation du patrimoine culturel. Donc, très rapidement, le programme se structure autour de 4 volets. Donc, il y aura 4 projets couverts par ce grand programme. Il y aura, si on peut passer à la slide suivante, il y aura un volet transversal qui va couvrir en fait toutes les problématiques d'ordre réglementaire en lien avec les 3 thématiques que j'ai évoquées. Par exemple, on pourrait travailler sur la demande du ministère du Tourisme, sur une étude sur l'impact environnemental dans le secteur du tourisme, sur une simplification des procédures d'agrément pour les nouveaux opérateurs économiques du tourisme durable, etc., etc. Donc on sera en mesure de répondre à une demande en termes d'assistance technique, en termes d'études, en termes d'appui aux opérateurs publics. Par exemple, si nos amis de l'OMPT demandent un appui, ou l'ONA, ou la MVPPC, etc., on sera en mesure d'accompagner nos partenaires tunisiens sur ces sujets très importants du cadre réglementaire, pour faciliter le démarrage d'une activité économique, pour faciliter la concurrence dans le marché tunisien, etc. Surtout, les 3 volets thématiques que sont là les objectifs spécifiques 2, 3, 4. Donc le premier, sur justement le sujet de la diversification du tourisme, c'est un projet de 17 millions et demi d'euros qui va être mis en œuvre par nos partenaires de la GIZ. Donc, en fait, la délégation de l'Union européenne confie ces enveloppes en gestion à des opérateurs pour la mise en œuvre des projets. Donc c'est la GIZ qui contribue financièrement à hauteur de 5,5 millions d'euros sur ce projet qui va mettre en œuvre ce projet. Donc qui visera notamment, mais je vais laisser Sarah en parler plus en détail, à faire émerger une offre touristique diversifiée autour de la structuration du circuit touristique en Tunisie, géographique, thématique, qu'il s'agira par la suite de ramener sur le marché national ou international. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce volet puisque Sarah en parlera bien mieux que moi. Sur le sujet de l'artisanat, c'est le deuxième grand volet thématique de ce programme. Une enveloppe de 9 millions d'euros. Vous savez, c'est un secteur très important en termes d'opérateurs économiques, d'acteurs, d'artisans, de femmes artisanes, etc. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans ce secteur qui est en crise, malheureusement. On le voit en termes de volume d'exploitation et aussi en termes d'appétit pour ces métiers de la part des jeunes Tunisiens. Donc il s'agit d'essayer de redynamiser toutes ces filières d'artisanat en partenariat avec l'ONA, évidemment. Et donc pour cette composante, 9 millions d'euros, on va travailler avec l'ONUDI, fort de l'expérience qu'on a eue notamment avec le cluster Art de la table à Nagold. Donc Talal Sarmim est ici présent avec nous, c'est le chef de projet de cette composante. Et donc on va travailler avec les professionnels de ce secteur de l'artisanat sur un certain nombre de grandes filières, celles qui présentent le plus fort potentiel en termes d'exportation. Évidemment, on va aussi travailler en étroite collaboration avec les acteurs dans le domaine du tourisme. Donc, on va se mettre en relation avec les fédérations pour aussi, par exemple, vous accompagner sur le sourcing des produits de l'artisanat pour les boutiques hôtels, des partenariats pour l'aménagement des hôtels avec l'artisanat tunisien, etc. Donc, vraiment essayer de reconnecter les acteurs artisanat et tourisme pour que les Tunisiens puissent bénéficier de toute cette production artisanale dans le pays. Enfin, le dernier volet, donc là c'est sur la valorisation du patrimoine. Sans doute, ce sera le plus compliqué. Donc c'est un projet ambitieux de 16 millions et demi d'euros, donc il va être mis en œuvre par nos amis de Expertise France, donc qui est une agence de coopération aussi, en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat évidemment. Donc là il s'agit de démontrer la valeur économique, le potentiel de développement économique et social à travers la valorisation du patrimoine en Tunisie.
un patrimoine extraordinaire, sous-exploité malheureusement. Et donc là, l'offre du projet porte sur deux volets. Un, la réhabilitation du musée de Carthage, qui va être un grand projet pour les 5 prochaines années. Donc c'est un projet compliqué en termes de définition de la méthode, mais l'idée c'est de refaire ou de faire du musée de Carthage un grand musée international à la hauteur de l'image qu'il véhicule au niveau international. C'est une offre globale. Il s'agit de travailler sur la rénovation du bâtiment, sur l'architecture intérieure, l'inventaire des collections, la scénographie des collections, travailler sur les abords du musée, la place de l'UNESCO, travailler sur les aspects paysagers, sur une boutique hôtel, sur un restaurant, pourquoi pas, et aussi travailler sur le modèle de gestion de ce musée. Donc voilà, il y a toute une réflexion en cours avec nos partenaires tunisiens, et on voudrait que cette réflexion elle soit ouverte au plus grand nombre. Non seulement les partenaires publics, mais aussi les acteurs du secteur privé. Parce qu'il faut quand même bien souligner qu'en filigrane, derrière chaque composante de ce programme, on veut pousser la culture du partenariat public-privé. C'est très important, à travers ces enveloppes de fonds de bailleurs internationaux ou à travers les enveloppes de fonds publics, d'exercer des effets de levier avec les investisseurs tunisiens. Et je peux vous assurer que le pays n'en manque pas. On ne cesse, nous, de discuter avec des acteurs tunisiens, des opérateurs économiques, des investisseurs, des gens qui sont amoureux de leur pays, qui souhaitent contribuer au développement économique du pays. Donc on souhaiterait impliquer ces acteurs pour démultiplier l'impact qu'on peut obtenir à travers une enveloppe de ce type, qui est certes une belle enveloppe, mais qui ne permettra pas de changer la face de la Tunisie. On aura besoin d'exercer un effet d'entraînement avec l'ensemble des partenaires, public évidemment, mais aussi le secteur privé. Donc par exemple, j'en viens au deuxième volet de ce programme, de ce projet sur le patrimoine. Donc, il y a le volet Carthage, mais il y a un autre volet, c'est un fonds de 10 millions d'euros à travers lequel on souhaiterait réhabiliter une quinzaine de bâtiments dits remarquables. Donc c'est des bâtiments qui peuvent se trouver à travers tout le pays, toute la Tunisie. Il peut s'agir de bâtiments, des fonds d'eau dans une cantina, une friche industrielle, une gare au fin fond de la Tunisie, ou un immeuble art déco. Donc l'idée est de réhabiliter ce patrimoine de votre pays pour qu'il soit géré, exploité par des acteurs, notamment du privé, d'associations, des fondations, qui ont la capacité et l'argent d'y déployer une offre culturelle tout au long de l'année, une programmation agile, intelligente et qui se renouvelle constamment. L'idée, c'est aussi d'impliquer ces acteurs pour contribuer financièrement. Donc, là encore, si nous, à travers ce projet, on met 1 ou 2 millions d'euros sur la réhabilitation d'un gros bâtiment, c'est aussi parce que derrière, il y a un investisseur privé qui peut ramener une dizaine de millions d'euros. Donc là aussi, j'insiste sur la dimension de développement économique du programme, parce que voilà, c'est vraiment le biais qu'on souhaite avoir. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on aura l'occasion de lancer officiellement ce programme en début 2020. Donc là, on est dans une phase de démarrage. Donc les contrats ont été signés avec les différents opérateurs. Les discussions sont en cours avec les acteurs, les fédérations, les ministères, les opérateurs publics. Donc c'est toute une phase d'inventaire aussi du potentiel en matière d'artisanat, en matière de patrimoine, en matière de tourisme. On doit sélectionner les modalités de sélection des chaînes de valeur, des circuits, etc. Donc il y a toute cette phase de préparation qui va s'étendre jusqu'en début 2020. À l'issue de cette phase dite Inception, donc la phase de démarrage, on va organiser un grand événement de lancement du programme. Et là, les activités véritablement vont démarrer. À partir de début 2020 jusqu'à 2024-2025. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet, donc je préfère m'arrêter là et répondre à vos questions. Merci. Madame Sarah Schwelke, je me suis entraîné, c'est bon. Sarah, ça suffit largement.
chers amis, monsieur le ministre, monsieur le directeur général, Vladimir Servayer, chers amis, merci d'abord pour cette belle occasion de pouvoir vous présenter notre projet, Promotion du tourisme durable, qui s'intègre dans ce programme que Vladimir vient de vous présenter. Je commence très brièvement par le contexte que vous connaissez encore mieux que moi. Mais le secteur du tourisme est clé pour ce pays. Monsieur le ministre l'a déjà évoqué, c'est un secteur très important. Les emplois qu'il crée, la contribution au PIB, etc. C'est un pilier. Mais pour l'instant, c'est un pilier qui est encore très faible parce qu'il se base seulement sur largement sur un tourisme qui date sur une idée du tourisme qui date des années 70, tourisme balnéaire, vos belles plages, votre hospitalité sur la côte. Et on voit que cela ne met pas en valeur les richesses que vous avez, les richesses immatérielles, culturelles de votre bel pays. Et nous, on est là pour vous soutenir, pour solliciter nous, pour ensemble faire que ce pilier devienne plus fort et que ça peut-être se transforme dans différents piliers pour que ce tourisme devienne plus diversifié. Et je ne vais pas longtemps encore parler des freins pour ce type de tourisme, manque de coopération, gestion, gouvernance, des idées peut-être aussi. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'idées. Depuis que j'ai commencé à parler à vous, les différentes parties prenantes, les différentes associations, fédérations, le ministère, etc., même les gens, chacun est un touriste lui-même. Donc, depuis qu'on a commencé à travailler, tout le monde a beaucoup d'idées, mais il manque encore l'implémentation. Et on pense qu'il y a différents facteurs clés pour ensemble aboutir à cette implémentation, comment vraiment faire vivre ces idées et aussi les lier. Et dans une collaboration étroite, je vous invite déjà, je vais l'aborder encore plusieurs fois dans cette présentation, de collaborer ensemble, de vraiment mettre en valeur les bonnes pratiques qui sont déjà en place en Tunisie. Il y a déjà des bons exemples, mais aussi à l'étranger. Donc c'est notre rôle aussi d'amener un savoir-faire international, mais aussi de showcase, disons, les bons exemples qui sont déjà en place ici en Tunisie. Et ensemble cibler les événements pour les voyageurs, comme le ministre les a appelés, qui s'intéressent aux produits des terroirs, les richesses naturelles, culturelles et culinaires des régions. La prochaine. Donc le projet dont je suis la chef de projet, nouvellement je viens de m'installer en septembre, on est en train de le démarrer, s'intègre dans le programme que Vladimir vous a déjà présenté, c'est le volet 2, diversification et renforcement de la qualité de l'offre touristique. C'est une action conjointe du gouvernement allemand, notamment le ministère fédéral de la coopération économique et le développement, le BMZ, et l'Union européenne qui ont vraiment réuni leurs forces avec les autres volets d'ailleurs, pour vous offrir un appui pour l'amélioration de la diversification de ces secteurs clés. C'est juste quelques chiffres pour vous donner. L'enveloppe, Vladimir l'a déjà mentionné, est très large. On a à disposition 17,5 millions pour ce programme, pour ce projet, une durée de 5 ans. Pour nous, à la GIZ, je ne sais pas si vous connaissez déjà très bien la GIZ, on est présent dans le pays depuis très longtemps et dans différents volets. Mais pour nous, c'est un projet vraiment très, très stratégique parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de travailler sur ce secteur clé d'une manière aussi complète, complémentaire, avec une durée aussi longtemps et une enveloppe aussi grande. Et je pense que, comme Vladimir l'a déjà dit, que ça vient au bon moment. On voit les mouvements, on est là pour vraiment soutenir ce bon mouvement dans cette direction pour la diversification de l'offre.
pour rentrer un peu dans les détails, l'objectif, Vladimir l'a déjà mentionné, donc ça touche plus que le tourisme culturel dont on parle aujourd'hui, ça touche aussi le biotourisme, le tourisme de sport, tout ce que peut-être vous nommez tourisme alternatif. Il y a un potentiel énorme dans ce pays, vous le savez bien. Et juste pour vous donner encore un peu pourquoi nous, comme GIZ, ou pour Coopération Allemande, on s'intéresse à ce sujet, c'est bien sûr le développement économique, la création des emplois, mais aussi de soutenir, c'est pas mentionné sur le slide, mais de soutenir cette redécouverte aussi de la culture, du patrimoine de la Tunisie. Et pour être plus concrète, on va travailler dans 4 différentes composantes. Je les ai simplifiées. La première composante s'agit de la création de nouveaux produits touristiques dans des circuits. Les circuits, je les mentionne encore dans la composante 2, mais des nouveaux produits touristiques comme des nouveaux sites, des nouveaux plats, des nouvelles activités, etc. à travers tout le pays. La composante 2, dans la composante 2, on veut créer des nouveaux circuits thématiques régionales qui pourront lier tous ces différents produits qui sont peut-être déjà dans leur naissance. On ne veut pas nécessairement créer des choses complètement nouvelles, mais peut-être qu'il y a déjà des créneaux sur lesquels on peut se baser pour les faire grandir ensemble. Et bien sûr, juste pour le mentionner aussi, on va travailler de manière très étroite avec les autres composantes dans ce programme. Donc vous allez recevoir un appui vraiment coordonné qui est plus que la somme des détails. Donc nos collègues qui travaillent sur le volet patrimoine et le volet artisanat, on est tous ensemble prêts pour vous soutenir avec tous ces différents éléments qui sont importants. C'est important qu'il y a des produits à acheter dans les hôtels, c'est important qu'on peut même peut-être participer dans la création de ces produits, de vraiment toucher, goûter le patrimoine que vous pouvez offrir. Ensuite, pour les composantes 3 et 4, vous connaissez peut-être la DMO de Dahar, déjà, qui a été un projet financé par la coopération suisse en collaboration menée par l'ONG suisse Swiss Contact. Donc c'est une très belle expérience que l'Union européenne et le ministère ont décidé de continuer. La coopération suisse aussi continue avec leur soutien, mais nous, dans notre projet, on va la répliquer, disons, et créer encore environ 4 nouvelles Destination Management Organizations. C'est des outils, des organismes de gestion commun de destination. Donc, il s'agit de vraiment mettre ensemble, de réunir tous les acteurs d'une destination pour décider des nouveaux produits, créer des nouveaux circuits, faire du cross-selling entre les différents produits. Quelqu'un qui s'intéresse à une certaine activité pourrait être intéressé à une autre activité. Donc, quand on collabore dans ces destinations, et aussi on fait des investissements à intérêt commun, on crée quelque chose de plus pour tout le monde. Finalement, dans la composante 4, on pense que c'est très très important de ne pas négliger ce qui existe déjà. Donc ça peut être déjà les créneaux de tourisme alternatif dans les régions, mais c'est aussi le tourisme qui existe en ce moment. C'est un volet très important de l'économie tunisienne. Donc notre vision, c'est de aussi créer plus de liens entre le tourisme balnéaire qui existe et ce tourisme alternatif. Il faut que ce secteur traditionnel se transforme. La crise de Thomas Cook le montre très très clairement qu'il faut changer les choses. Et ces nouvelles offres à l'intérieur du pays, ça peut aussi être à la côte, mais on pense que les opportunités, surtout dans l'intérieur du pays, les déserts, les montagnes, etc., ne sont pas encore aussi exploitées. De créer des liens entre ces différents produits, c'est très important et ça offre une bonne occasion pour amener les touristes qui, en ce moment, arrivent dans la majorité à la côte, à l'intérieur du pays, leur montrer les choses et aussi renouveler ce secteur traditionnel. Donc, voilà les coopérations innovantes.
j'ai parlé de tout ça, je pense, des différents résultats attendus, développement de nouveaux produits, renforcement de la dynamique transversale, etc. Donc je pense qu'on peut la sauter. Et cette question vous intéresse le plus, je pense. Comment collaborer? Pourquoi est-ce que je suis là? Et on est en ce moment dans la phase de démarrage. Comme je l'ai déjà dit, on vient de commencer notre travail, de signer les contrats. On est en train de vous parler, de parler avec les différentes parties prenantes, prendre les demander sur leurs besoins, ce qui est déjà en place, où on pourrait trouver des pistes de collaboration. Il y a une multitude de différentes prestations qu'on peut offrir. Conseil externe, j'avais mentionné le savoir-faire international sur quelques thèmes du tourisme culturel ou biologique, ou de la nature. Des achats, des partenariats publics-privés, ils ont déjà été mentionnés. Donc il y a plein d'outils qu'on peut vous offrir, et il faut qu'on le développe ensemble. On ne va jamais travailler seul, c'est très important. Il faut que quand on développe un produit, qu'il y ait déjà un opérateur prêt avec lequel on peut développer ce produit. C'est absolument clé d'avoir toujours un accès au marché. Donc on va toujours essayer de faire des collaborations avec toutes les parties prenantes pour créer ces circuits et les faire travailler tout de suite. On ne veut pas devenir le prochain projet qui, je dis n'importe quoi, mais qui crée le prochain chemin de randonnée qui à la fin malheureusement n'est pas accessible. C'est pas l'idée. Il faut vraiment créer des choses qui sont opérationnelles. Donc c'est notre vision et on espère de pouvoir collaborer avec vous sur ça. Le prochain slide peut-être. Je vérifie vite mes notes si j'ai dit quelque chose. En fait, voilà, j'ai mis mes points de contact parce que vous pensez que les Allemands sont très vite. De temps en temps, on n'est pas aussi vite. Donc, par exemple, je n'ai pas encore de carte de visite, je m'excuse. Je vous invite de prendre une photo de mes coordonnées, de me contacter et vous me donner vos contacts avant de partir pour qu'on puisse rentrer dans ce discours. Et mais je voulais peut-être encore évoquer un point. La culture, ce n'est pas seulement, c'est très important pour la Tunisie, le patrimoine mondial, les sites culturels, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi l'art culinaire, la musique, la danse, le design, etc. Donc vous avez une richesse incroyable dans ce pays qui n'est pas encore mise en valeur. Et on est prêt, on est là pour vraiment vous appuyer à le faire. Et c'est pas seulement romain, berbère, arabe, mais aussi votre culture que vous êtes en train de développer en ce moment. La Tunisie est un pays qui se renouvelle en ce moment. Vraiment, c'est unique dans le monde, le procès que vous êtes en train de mener ici, et ça intéresse les gens. Et je parle maintenant peut-être de mon propre expérience comme voyagiste international, mais ça intéresse aussi le public national. Vous avez beaucoup de gens qui sont en train de découvrir leur propre, de Tunisiens et Tunisiennes qui sont en train de découvrir leur propre pays. C'est un marché qui est en croissance forte. Donc, et ce qui les intéresse aussi les touristes internationaux. Et peut-être pour finir avec une petite anecdote personnelle, vu que les histoires sont très très importantes, il faut toujours donner une histoire, une image à quelque chose qu'on veut vendre, et on veut vendre ses produits. Quand j'avais 6 ans ou 7 ans, c'était la première fois quand je suis venue en Tunisie, en voyage avec ma famille. Et la chose, en fait, malheureusement, la seule chose dont je me rappelle, c'est d'être dans un magasin de tapis dans notre hôtel et d'écouter les histoires que le vieil homme qui menait ce magasin m'a raconté pendant des heures et des heures. J'ai écouté ces histoires et ça m'est resté jusqu'aujourd'hui. Peut-être c'était trop bon vu que je me suis maintenant installée en Tunisie, donc ça m'a impressionné autant que de faire ce pas, mais ces histoires de vraiment toucher notre culture, la goûter, participer, c'est ça qui fascine les gens et qui fascine ces nouveaux voyageurs et voyagistes. Et voilà, quand je parle maintenant avec mes amis, ma famille en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, on est déjà allé en Tunisie il y a quelques années,
sont plus jamais revenus. Et je suis sûre qu'on peut créer des expériences ensemble qui vont les ramener ici, qui vont faire rêver les gens pour revenir plusieurs fois. Il y a autant de choses à découvrir. Les plages, oui, mais encore d'autres choses. Donc voilà, je finis avec cette petite anecdote et je vous invite vraiment de nous contacter, de nous solliciter pour créer des jolis projets. Voilà. Madame Soumaya, s'il vous plaît, son intervention, il sera un peu plus question de PPP. Bonjour, Monsieur le Ministre, Vladimir, Sarah, chers amis, mesdames et messieurs. Je suis très honorée de participer à ce colloque et je tiens à remercier Monsieur Haji Mansour pour l'invitation et l'organisation. Je vais essayer de vous parler, de dresser rapidement un état des lieux du patrimoine en Tunisie, des musées, des sites archéologiques et des monuments. Mais avant, j'aimerais rappeler rapidement que les sites, les monuments historiques et les musées, une grande partie des musées sont aujourd'hui gérés par deux institutions publiques placées sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Et il s'agit de l'Institut national du patrimoine qui gère qui a la gestion scientifique et la conservation, et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle qui est chargée de la communication et des billetteries. C'est lui qui gère les revenus des billetteries. Ensemble, ils gèrent 38 musées. Donc malheureusement, une dizaine de ces musées actuellement terminés publics. 27, voilà, 38, on a 38 musées publics, donc gérés par ces institutions-là, l'INAFI et la BPC. Nous avons 24 monuments historiques ouverts au public, 14 sites archéologiques et environ 50 musées privés qui sont gérés par des particuliers et 27 musées publics gérés par d'autres ministères, le musée de la Poste, de la médecine, ainsi de suite. Nous avons également plus de 900 monuments historiques classés et qui ne sont pas ouverts au public. Je ne sais pas si on peut voir le slide suivant. Alors, ces musées-là, qui sont gérés par le ministère des Affaires culturelles, sont principalement des musées archéologiques. Ensuite, en second lieu, nous avons les musées ethnographiques. Les musées d'histoire contemporaine ne constituent que 6% de ce total. Et puis les musées d'art islamique. Et comme vous pouvez le constater, nous n'avons aucun musée d'art moderne et contemporain, mis à part l'exposition au musée, à l'hôtel Asdrubal, donc aucun musée d'histoire d'art moderne et contemporain. Donc pourquoi aujourd'hui il faut qu'on réforme les administrations chargées du patrimoine? Avant, il y a une autre. C'est pas pratique de ne pas gérer soi-même le diapo. Donc voilà, là, juste une idée sur la création des musées en Tunisie, donc depuis le protectorat jusqu'à aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, cette création s'est accélérée après l'indépendance et jusqu'à la fin des années 80, ce qui correspond un peu à l'expansion du tourisme balnéaire, donc la vague de construction d'hôtels. Par la suite, entre 1987 et 2011, il y a eu beaucoup de musées privés qui ont été créés, surtout dans certaines régions, on va le voir, pour compenser un vide culturel et muséal dans des régions qui sont pourtant touristiques, comme Tozeur. Et puis, depuis 2011, malheureusement, il y a eu très peu de musées créés, aussi bien publics que privés. Alors aujourd'hui, tout le monde sait que malheureusement la coordination entre les administrations de l'INP et de l'Agence de mise en valeur du patrimoine aujourd'hui et depuis toujours est déficiente. Avec la création d'une nouvelle direction du patrimoine et des musées en 2012 au sein du ministère des Affaires culturelles, le problème n'a fait que s'aggraver. Ces administrations travaillent, et j'assume ce que je dis, sans stratégie commune de gestion et de projet. Donc je vais essayer rapidement de vous donner une idée sur les problèmes dont souffrent ces administrations. Donc, tout d'abord, nous avons
Donc une absence de politique publique en matière de patrimoine, donc il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'études préalables pour les projets. Les inventaires, notamment, vous avez parlé tout à l'heure du patrimoine immatériel. À ce jour, malheureusement, nous n'avons pas un inventaire précis de ce patrimoine. Nous avons aussi un problème de cartographie, une carte pour les musées, pour les sites, même si on essaie de préparer son voyage, on essaie de consulter les sites officiels de ces institutions chargées des musées, de ces monuments. Malheureusement, on ne trouve rien. En tout cas, ils ne sont pas à jour et ces cartes sont obsolètes. L'autre problème, c'est les organigrammes de fonctionnement de ces administrations qui datent des années 90 et qu'on n'a pas réformé, malheureusement. Et puis, le plus grand problème reste la centralisation. Donc, la centralisation, là, j'aimerais bien rappeler que le projet de loi pour l'autonomisation, pour l'autonomie des musées, qui date depuis 2009, n'a toujours pas été voté ni discuté au sein du ministère de la Culture. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on améliore les services, l'accueil du public dans les plus grands musées, dans nos musées de manière générale, si le directeur ne peut pas, n'a pas une gestion directe du budget de son musée, s'il ne gère pas lui-même la communication, parce que la communication revient à l'agence de mise en valeur du patrimoine, notre administration. La billetterie et tout le personnel qui est à l'accueil, il est dépendant d'une autre administration, il n'est pas dépendant du directeur, donc c'est des problèmes qui malheureusement empêchent ces institutions-là d'avancer. Nous avons aussi le problème de communication, donc il n'y a pas de stratégie de communication. Des postes comme chargé de com ou community manager n'existent pas, parce que l'organigramme obsolète dont je vous ai parlé ne les a pas prévus. Et conséquemment, il n'y a pas de site internet pour les musées, il n'y a pas ils n'ont pas de visibilité sur les réseaux sociaux et sur la toile. Ce manque de moyens n'est pas forcément financier. Le manque de moyens des musées, des sites et des musées archéologiques du patrimoine n'est pas forcément financier. Il s'agit principalement d'un manque de moyens humains et techniques. Le manque de spécialistes, là je peux ouvrir une parenthèse pour parler des problèmes de formation dans les universités tunisiennes. Malheureusement, les formations, les diplômes ne sont pas très, on va dire, pas reconnus, y compris par nos administrations. Donc, je ne vais pas nommer je vais pas donner de nom. Et puis, les ressources limitées, puisque les principales ressources de ces administrations sont les billetteries et les boutiques de musées. Bien sûr, ces billetteries-là sont dépendantes du tourisme, et avec la crise actuelle, j'espère qu'on est en train de la dépasser, les revenus ont chuté, et par conséquent, les moyens aussi de l'Institut national du patrimoine et de l'Agence de mise en valeur du patrimoine. Alors, le patrimoine et le tourisme culturel. Donc, on est tous unanimes, je pense. Nous avons un patrimoine avec un potentiel énorme qui peut générer des revenus importants, augmenter le PIB, créer des emplois, participer au développement régional. Mais tout le monde en parle, mais rien n'a été fait depuis une vingtaine d'années ou plus, depuis qu'on a commencé à parler du tourisme culturel. Et pour mieux comprendre les raisons de l'échec, donc là, rapidement aussi, je vais essayer d'attirer votre attention sur certaines coïncidences, je vais dire. Tout d'abord, le déséquilibre de répartition territoriale des structures muséales. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette carte, il y a une concentration de musées publics et privés sur le littoral. Donc là, en rouge, vous avez les musées publics gérés par le ministère de la Culture, en vert, les musées publics gérés par d'autres ministères, et puis en jaune, les musées privés. On constate que dans certains gouvernorats, comme Béja, comme Sidi Bouzid, comme Touzer, il n'y a pas de musée, ou bien il y a uniquement des musées privés. En sachant que les musées privés échappent à tout contrôle, ils ne sont pas contrôlés par le ministère des Affaires culturelles, et en plus, il manque de rigueur scientifique. Nous les accusons, les professionnels des musées, de folkloriser le patrimoine et parfois de porter atteinte à notre patrimoine. Donc, dans certains gouvernorats comme Tataouine, comme Touzer, donc il y a eu une création importante de musées privés
qui ont le mérite d'exister. Hein. Quand on prend l'exemple de Toulouse, dans les années 90, ça a permis de booster un peu, de relancer le tourisme dans la région. Mais pareil, ces musées échappent à tout contrôle. On peut voir le slide suivant. Donc là, vous avez devant vous la carte de répartition géographique des sites archéologiques, monuments historiques et monuments historiques ouverts au public et placés sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Alors, observez bien cette carte, vous voyez qu'il y a quand même une concentration au niveau du littoral, mais on peut voir le slide suivant. Regardez ici, nous avons le nombre de monuments classés par gouvernorat et paradoxalement, bon, mis à part Tunis, nous avons le plus grand nombre de monuments classés se trouve à Béja, Gasseline, Seliena, Tarouen, Zarouen, Jendouba, et les gouvernorats qui sont situés au niveau du littoral arrivent en dernière place. Donc là aussi, comme je vous l'ai dit, comme on a développé dans les années 70 un tourisme balnéaire, on a mis en avant le patrimoine qui se trouve au niveau de ces régions-là, aux dépens des régions intérieures, et malheureusement, qui sont quand même très très riches, notamment, là je ne parle pas du patrimoine immatériel, hein, et donc qui sont riches et qui sont restés délaissés. Les musées aujourd'hui et les sites archéologiques sont hors normes. Bien sûr, c'est un jeu de mots. À l'heure actuelle, plus de 85 de musées et sites archéologiques ouverts au public et placés sous la tutelle du ministère de la Culture ne correspondent pas ou ne répondent pas aux standards internationaux de présentation et d'accueil du public. Donc, problème de service, de conservation, de muséographie, et en sachant que 30% des musées sont placés dans des monuments historiques existants qui souffrent de problèmes de structure, d'entretien, de remontée capillaire et d'autres. Donc rapidement, donc ici, les catégories de visiteurs, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Les touristes constituent donc, la part la plus importante de ces visiteurs. Les visites gratuites ont beaucoup augmenté récemment parce que grâce à la politique de gratuité adoptée par le ministère, donc quand on voit 26% de visites gratuites, c'est les Tunisiens et les étrangers résidant en Tunisie. Les Tunisiens ne constituent que 13% de visiteurs. Et pour les touristes, comme vous le savez tous, les nationalités qui visitent le plus la Tunisie sont les Libyens et les Algériens qui ne sont pas des habitués de sites, de musées et de monuments historiques, et du coup, ils ne sont pas comptabilisés. Donc il faut quand même trouver un moyen pour cibler cette catégorie de touristes. Donc, l'autre problème, voilà. Donc avant de passer à ce slide, j'aimerais aussi rappeler que nous avons un problème avec les circuits commercialisés par les agences de voyage, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Nous avons plusieurs musées, sites et monuments historiques importants qui ont été restaurés, mis en valeur par le ministère des Affaires culturelles, mais qui restent encore en dehors, qui sont encore en dehors des circuits commercialisés par les agences de voyage. Je prends l'exemple du musée de Jelba, Sidi Zitouni, qui a fait l'objet d'un grand projet de rénovation dans les années 2000 et grâce à un fonds de la Banque mondiale, mais qui enregistre très peu de visites, comparé au musée de Galela ou la Hadriya, qui sont deux musées privés, et qui sont, eux, systématiquement sur les circuits de ces agences-là. Je sais que c'est un problème de communication et de gestion du ministère de la Culture, parce qu'on ne fait rien pour les insérer, on fait très peu d'efforts pour que ces musées soient intégrés à ces circuits-là, mais quand même, c'est un patrimoine. Moi, je considère le musée Sidi Zitouni l'un des plus beaux musées du pays, hein, donc il faut vraiment aller le voir, il faut vraiment l'intégrer au circuit. Bien que j'ai découvert que le jour du marché hebdomadaire de Francfort, il est fermé parce que le personnel s'est plaint du mouvement et de l'absence de place de parking ce jour-là, et du coup on a décidé de fermer. Voilà. Alors maintenant, quel avenir pour le tourisme culturel en Tunisie? Donc tout d'abord, il faut mettre en place une politique culturelle
l'accès au patrimoine avec un plan clair, une stratégie commune entre les différentes administrations chargées de ce secteur, parce qu'actuellement elles travaillent de manière isolée, chacune dans son coin. Décentraliser la gestion du patrimoine en accordant l'autonomie aux grands musées, sites et monuments historiques. Il faut aussi former des spécialistes pour la recherche, la gestion, la conservation, la restauration et créer des laboratoires équipés selon les standards internationaux. On sait très bien qu'on envoie beaucoup de conservateurs de l'IAP faire des formations à l'étranger, notamment en matière de restauration, de conservation, mais quand ils rentrent, ils ne peuvent pas appliquer ce qu'ils ont appris parce qu'on n'a pas de laboratoire pour sauver notre collection et pour qu'ils puissent exercer les connaissances qu'ils ont acquises. Autre point, donc là, il faut mettre en place des stratégies communes entre les ministères du tourisme, des affaires culturelles et de l'équipement pour l'infrastructure, la communication. Et je ne cite que ces deux exemples. C'est très important de développer une infrastructure au niveau de tout le pays, avec le ministère de l'équipement surtout, pour que des monuments classés à Céliena, à Sidi Bouzid ou dans des endroits isolés deviennent accessibles. Activer le partenariat public-privé. Là aussi, tout le monde en parle, mais enfin, je peux vous assurer que pour le moment, du moins dans notre ministère, il ne se passe rien. Pourtant, c'est vraiment, je pense que c'est la solution pour sortir de l'impasse. Il faut vraiment travailler sur ces partenariats-là. Et puis revoir la carte des zones touristiques et culturelles. Aujourd'hui, dans la Médina de Tunis, par exemple, nous avons plusieurs zones qui abritent des monuments très très importants, des demeures bourgeoises qui sont devenues propriétés d'investisseurs importants qui veulent les transformer en hôtels, qui veulent maison d'hôtes ou hôtels de charme, mais qui n'arrivent pas à exécuter, à réaliser leurs projets parce qu'ils sont situés dans des zones qui ne sont pas classées touristiques ou culturelles. Donc c'est vraiment un grand handicap pour ces investisseurs-là. Et je termine avec le partenariat public-privé. Donc c'est très très important, comme je viens de le dire, de travailler sur cet axe-là. Aujourd'hui, dans des pays comme la France, l'Italie ou les États-Unis, enfin pas la France, mais enfin, c'est récent en France, mais l'Italie et les États-Unis, aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture. La culture est gérée, le patrimoine est géré par les privés, par les fondations. Donc dans ces pays-là, la gestion des sites et des monuments historiques est l'apanage d'institutions et de fondations privées. Ceux-ci sont gérés comme de véritables entreprises et génèrent des revenus importants. Cette privatisation, même si je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais je vais l'utiliser quand même, permet non seulement de les entretenir et de les sécuriser en permettant de déployer les gros moyens, mais aussi d'entreprendre des opérations de restauration, comme le Coliseum de Rome, de financer des recherches scientifiques et de développer la communication, chose qui manque terriblement de notre pays. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il est beaucoup plus facile de contrôler la gestion si on donne des concessions, on accorde des concessions pour nos monuments historiques et bon, on ne va pas dire musée, mais les monuments historiques surtout, s'ils sont donnés en concession, ça facilite énormément leur gestion, ça allège le fardeau de l'INP, de l'Agence de mise en valeur du patrimoine, et ça permet de les sauver. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Bojboaratour, à Manouba, ce qui s'est passé récemment à la municipalité de Jandouba qui a été malheureusement rasée. Donc du coup, si on se contente du contrôle et de la mise en place de cahiers des charges, d'outils législatifs et juridiques pour contrôler les concessionnaires, je pense qu'on sera gagnant. Voilà, donc je termine avec ça et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Juste pour conclure l'intervention de Mme Soumeï, c'est que l'agence en charge de la promotion du patrimoine et du tourisme culturel aussi, qui est là, le PC, a décliné notre invitation, donc puisqu'ils ne sont pas venus. Voilà. On passe à la pause café et on revient pour des questions d'après les...